d'Alembert est romancier et poète d'origine haïtienne. Il publie chez Sabine Vespizer. Avant que les ombres s'effacent, en 2017 a obtenu le prix Orange du livre et le prix France Bleu, page des libraires, et Mur Méditerranée en 2019 a été lauréat du prix de la langue française, des prix Goncourt de la Suisse et de la Pologne et finaliste du prix Goncourt des lycéens. Vendredi 5 novembre 2021, Louis-Philippe d'Alembert présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau roman, Milwaukee Blues. Eh bien bonsoir, très heureux de vous retrouver, très heureux de retrouver Louis-Philippe d'Alembert qui va évoquer ce soir Milwaukee Blues, son tout nouveau roman publié donc aux éditions Sabine Vespizer. Nous étions ici même dans le cadre du Marathon des mots, c'était pour votre avant-dernier roman, Avant que les ombres s'effacent, et depuis il y a eu Mur Méditerranée. Alors vous êtes né à Port-au-Prince, Louis-Philippe d'Alembert, vous habitez Paris maintenant depuis combien de temps? Ça fait un certain temps, non? Ça fait... Avec des va-et-vient, avec beaucoup de va-et-vient. Oui. Donc vous êtes, alors si j'en parle, c'est parce que ça a son importance dans le livre. Le livre nous transporte dans le Wisconsin, à Milwaukee, et précisément dans un quartier on va y venir, hein, donc Franklin Heights, un quartier de Milwaukee. Vous avez été, je crois, professeur invité dans de nombreuses universités, notamment américaines. Vous avez enseigné, je crois, dans cette université donc, de Wisconsin, Milwaukee. C'était en quelle année? C'était récent ou... Non, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, d'accord. Et donc vous publiez depuis 2017 chez Sabine Vespizer. Si on remonte dans le temps, moi j'avais lu Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, c'était chez Stock en 1996. Il y a eu, alors ce qu'il faut préciser, ça c'est important de le souligner, c'est que vous n'êtes pas seulement auteur de romans, mais auteur de nouvelles, auteur de poésie. Et je crois que la poésie compte énormément, et la poésie est présente dans ce roman. Elle est présente aussi sous forme de chansons, on parlera sûrement de chansons, de musique, parce que c'est les références... cinématographiques également, les références musicales sont, je trouve, très présentes dans votre roman et elles ont leur importance, elles rythment vraiment le cœur, le pouls du roman. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Donc, il y a eu Mur Méditerranée en 2019 qui avait été lauréat du prix donc, de la langue française, des prix Goncourt aussi de la Suisse et de la Pologne. Vous avez été aussi finaliste du prix Goncourt des lycéens et vous étiez parmi les 4 derniers auteurs cette année donc en lice pour le prix Goncourt. Et Milwaukee Blues, alors j'ai l'impression, moi, si on entre dans le vif du sujet dès le début, que finalement, avec ce livre, donc je disais, c'était un livre finalement sur les États-Unis, hein, si on peut peut-être un peu aller vite en disant ça, mais on a eu l'occasion de lire beaucoup de choses sur la référence à l'assassinat de George Floyd par un policier aux États-Unis. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg, mais pour moi, je l'ai lu comme un ouvrage sur l'Amérique contemporaine, sur une traversée un peu historique de l'Amérique contemporaine, à travers des questions aussi diverses et intéressantes que la diversité raciale, justement, la difficulté qu'il y a à communiquer entre les différentes communautés, le mur de l'argent aussi, le capitalisme à visage, on pourrait dire, inhumain. Enfin, c'est toutes ces questions, je trouve, que vous mettez en avant dans votre roman, avec toujours une écriture chez vous qui nous emporte, avec une écriture rythmée, parfois musicale, poétique, avec de l'humour aussi, parce que c'est vrai qu'il faut le souligner. Et peut-être d'abord, comme première question, est-ce qu'il y a eu, Louis-Philippe d'Alembert, un phénomène déclencheur, un événement déclencheur qui aurait justement déclenché le début de l'écriture de ce roman, très beau roman, donc Milwaukee Blues, chez Sabine Vespizer. Et merci d'être à Ombre Blanche ce soir. Merci à vous de m'inviter. Merci, bonsoir à toutes. Je vais dire, bon... Ne soyez pas étonnés, vous êtes que seul homme là, au milieu de 20 femmes. Donc bonsoir à toutes d'abord. Donc vous faites partie du lot. Bonsoir monsieur quand même. Hein, donc. Et vous, si vous voulez me faire plaisir, ne dites pas l'Amérique, dites les États-Unis, parce que moi aussi, je suis l'Amérique. Oui. Non, les États-Unis, bien sûr, excusez-moi, c'est vraiment un lapsus, c'est pas du tout loin de moi. Non, parce que je sais que les États-Unis ont tendance à dire l'Amérique comme s'ils étaient seuls l'Amérique. Mais moi aussi, je suis l'Amérique, le Canada est l'Amérique, le Brésil est l'Amérique, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste pour vous taquiner. Oui, l'élément déclencheur, oui, bien sûr. Mais vous avez raison sur une chose, à mon avis, qui est essentielle, c'est
c'est moins un roman sur les tensions raciales qu'il peut y avoir aux États-Unis qu'une fresque vraiment sur ce pays-là. C'est-à-dire que c'est un pays qui m'habite, moi, depuis mon enfance, pratiquement. Je suis comme des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers d'Haïtiens. On a tous de la famille, des amis, et la plupart de mes amis de lycée sont aux États-Unis. Donc, vous l'avez dit, moi-même, j'ai enseigné à l'université Wisconsin-Milwaukee, j'ai enseigné à Scripps College en Californie. Donc, c'est un pays que je connais très bien et où, en général, il me faut du temps pour vraiment entrer dans un pays qui c'est jamais évident, ce n'est jamais facile. Il me faut beaucoup de temps et puis après, il va y avoir un élément déclencheur forcément. Et par exemple, en 2013, j'avais publié un roman intitulé Ballade d'un amour inachevé qui se déroulait à L'Aquila, en Italie. Mais ça faisait des années que j'avais vécu beaucoup, j'avais vécu longtemps en Italie. J'ai une histoire avec l'Italie qui dure depuis une trentaine d'années. Et donc, il me fallait un élément déclencheur et l'élément déclencheur, ça a été le tremblement de terre de L'Aquila le 6 avril 2009. Donc, de même que ce roman Milwaukee Blues, le premier élément déclencheur, ça a été l'assassinat d'Eric Garner en 2014, donc à New York, le même scénario que vous connaissez. Et ça a été le premier à dire « je ne peux pas respirer ». Et donc, à partir de là, ça m'a permis, quand il y a eu cette histoire, de dire, tiens, c'est comme si j'attendais, quelque chose était là depuis longtemps, comme une grossesse en fait. Et puis à un moment donné, l'accouchement se fait, ça se déclenche pratiquement. Maintenant, je sais qu'on peut déclencher l'accouchement, etc. Mais en général, j'aime bien que ça arrive naturellement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, pour ce roman-là, qui était dans mon esprit depuis très très longtemps. Donc à travers tous ces thèmes dont vous avez parlé, les tensions raciales et la musique. Aux États-Unis, ils ont une longue tradition de ce qu'on appelle les protest songs, qui sont ces chansons de révolte, de protestation engagées, si on peut dire comme ça, parmi lesquelles les chansons de Bob Dylan, par exemple, Blowing in the Wind, que vous connaissez toutes. Et il y a d'autres, ou bien le sport universitaire, qui est très, très important là-bas, et ça représente la vitrine souvent des universités. Et ça, en même temps, c'est un ascenseur social pour des millions et des millions de jeunes. Et puis, bien sûr, le rôle de l'argent, l'ultralibéralisme qu'il peut y avoir aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est tout ça que je voulais regrouper dans un seul roman, et en prenant l'histoire d'un homme, Emmett, qui vient d'un quartier difficile de Milwaukee. Et à partir de là, et comment, quand on vient d'une famille modeste, dans un quartier difficile, une famille monoparentale où le père a disparu, comment s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, pour échapper quelque part au déterminisme social qui nous attend, en fait, d'une certaine façon. Donc lui, il va avoir de la chance parce qu'il est très bon en football universitaire et en football, justement, ce qu'on appelle le football américain, entre guillemets, qui est plus proche de notre rugby que notre football à nous, ils appellent ça soccer. Donc, c'est tout ça, et il va obtenir une bourse pour partir et quitter ce quartier et aller tenter sa chance dans une université dans le sud-ouest des États-Unis. Alors, est-ce qu'il est important pour vous d'avoir d'abord un titre quand vous commencez à écrire un roman? Donc la Milwaukee Blues, c'est en fait une allusion à une chanson. Vous parlez de protest song de Charlie Poole, je crois que c'est ça qui est cité en exergue, en épigraphe du livre. Est-ce qu'il est important d'avoir un titre, d'avoir une structure peut-être aussi, parce qu'il y a vraiment une très belle structure en 3 parties, avec l'enfance, on remonte à l'enfance d'abord donc de Emmett, du jeune Emmett, dans le quartier de Franklin Heights. Ensuite, on a une deuxième partie consacrée à l'université du football et de la vie, et ensuite une troisième partie qui nous mène à la marche, cette manifestation, et là, on en parlera sûrement dans le cours du roman. Est-ce qu'il est important déjà, est-ce que quand vous commencez à écrire, Louis-Philippe d'Alembert, vous avez besoin d'avoir déjà une structure, un plan avec... C'est un roman à de multiples personnages. En plus, ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage qui a croisé la vie, j'ai envie de dire, de Emmett, va apporter son éclairage particulier sur sa vie, ce qui va donner comme ça
je sais pas, moi je l'ai lu comme ça, cette multiplicité de points de vue permet de nuancer peut-être le personnage, le caractère du personnage. Voilà. Donc est-ce que tout ça c'était vraiment déjà en place en commençant l'écriture, ou est-ce que ça s'est un peu élaboré au fil du temps de l'écriture? Voilà. J'aimerais beaucoup que ce soit en place bien avant, mais je suis plutôt du genre à me jeter à l'eau sans savoir nager, en général. Et après, j'apprends pendant que je suis. Et il y a un des écrivains états-uniens que j'aime, que j'adore même, qui est Philip Roth, que vous connaissez sûrement, l'auteur de La Tâche et de Le complexe de Portnoy, J'ai épousé un communiste, et ainsi de suite, et qui disait qu'à chaque livre, il avait l'impression que c'était le premier, qu'il ne savait pas faire, qu'il ne savait pas comment s'y prendre vraiment, et j'ai exactement le même problème. Et si vous voulez, à chaque livre, je procrastine beaucoup, d'une certaine façon, parce que je ne trouve pas encore l'angle, j'ai envie de dire. Par où je vais commencer, c'est... Au début, il m'arrivait d'avoir un titre, mais de moins en moins. Et je connais des auteurs aussi qui ont parfois des titres qui restent à vie et n'arrivent jamais à écrire ce roman. Et l'un des auteurs préférés, de mes auteurs préférés haïtiens, René Depestre, qui a eu le Renaudot en 1988, il y a un très beau titre, je lui ai demandé si je pouvais le lui piquer, parce qu'il n'a toujours pas écrit le roman. Ça fait au moins 40 ans qu'il a un titre qui s'appelle « Les aveugles font l'amour à midi ». Et je trouve ce titre splendide, mais lui, il n'a jamais réussi à écrire vraiment ce roman. Mais le titre-là, comme c'était dans les romans à paraître, à chaque fois, je ne pouvais pas le lui piquer, en fait. Et donc, ça serait considéré comme du plagiat, parce que si c'était juste une conversation comme ça, je lui aurais piqué sans problème. Donc, il n'aurait pas eu de preuve pour dire que, voilà. Mais là, c'était annoncé à chaque fois. Donc, voilà, je n'ai pas comment dire ça, de mode opératoire et quelque chose que j'aurais vraiment définitivement. Non, à chaque fois, je commence. Et là, pour ce roman-ci, une fois que j'ai commencé, je me suis dit, par où, justement? Et là, vous avez souligné quelque chose de très important, la multiplicité des points de vue. C'est-à-dire comment éviter, avec un sujet comme ça, de tomber dans le manichéisme, en fait, d'avoir un seul point de vue qui serait une espèce de point de vue de Dieu, et sur une question qui est très complexe et très sensible, hein, en fait. Et à partir de là, on sait que le personnage, dès le départ, bon, ça je peux le dire pour celles qui n'ont pas lu le roman, on sait que le personnage est mort déjà. Donc il y a l'épicier pakistanais qui a composé le fameux 911, le 911, qui est le numéro d'appel d'urgence aux États-Unis. Donc, il est rongé de remords parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, vous l'avez bien analysé. Il va y avoir 3 parties. Donc, une partie qui raconte l'enfance de ce personnage, une autre partie sa jeunesse, et puis la dernière partie, la marche. Donc, chaque personnage intervient pour raconter et émettre. Et à partir du moment où ils interviennent, ils parlent d'émettre, bien sûr, mais ils parlent d'eux-mêmes. Et il parle des États-Unis, c'est-à-dire que c'est comme une construction en puzzle qui se met bout à bout au fur et à mesure. Et puis, comment dire, le titre, c'est plus malgré le blues, Milwaukee Blues, qui est le titre d'une chanson de Charlie Poole, et qui est une espèce de ballade folk comme ça, du début du XXe siècle, 1930 ou 32, si j'ai bonne mémoire. Et là, justement, cette histoire, je savais que ça se déroulait à Milwaukee, ça aurait pu se passer dans 2 ou 3 autres villes que je connais bien aux États-Unis, mais je trouvais que cette ville du Midwest, c'était peut-être le meilleur cadre pour accueillir une histoire de ce genre. Donc, j'ai eu ce titre de Charlie Poole qui est venu un peu tard. J'ai hésité entre 2 titres, qui était un titre que moi j'aimais bien, et j'en ai parlé à mon éditrice qui a fait un petit sondage autour des gens qui travaillent dans la maison d'édition. Malheureusement, ce sont des jeunes, donc ils n'ont pas beaucoup de goût, et ils ont choisi le Milwaukee Blues, ils ont préféré, alors que moi j'avais un titre que je trouvais très beau, Le jour viendra et ce sera demain. Mais bon, ils ont dit non, Milwaukee Blues. Machin. Bon, d'accord, allez, on va...
Oui, donc j'évoquais justement la musique, vous venez de l'évoquer, les chansons, la musique. C'est vrai que vous mettez des références à la fin, références aussi cinématographiques. La poésie, parce que vous écrivez aussi de la poésie, Louis-Philippe d'Alembert, et c'est vrai qu'il y a, je trouve, dans ce texte, peut-être une question. Quel rôle joue la poésie dans ce texte? Quel rôle joue la musique? Votre roman est ponctué quand même aussi de références, mais ce qui est très fort chez vous, c'est que les références ne sont jamais plaquées. Elles arrivent, elles sont annoncées, on les voit, on est toujours surpris en tant que lecteur. Donc voilà, qu'est-ce qui, pour vous, importe dans le fait d'insérer dans un roman, voilà, cette dimension musicale, ces références cinématographiques et ces références poétiques? Oui, j'aime beaucoup cette question parce que pour moi, un roman, c'est un ensemble. Justement, tout à l'heure, je parlais de puzzle. Ce n'est pas juste une histoire à raconter. Bien sûr, c'est une structure, vous en avez parlé. C'est aussi des personnages, une psychologie de ces personnages-là, mais c'est aussi tout un ensemble, en fait. C'est comme un plat. J'ai envie de comparer ça à un plat. Donc, bien sûr, on a pris son temps, on a préparé le repas, mais le décor compte beaucoup, en fait. La manière de présenter, il faut que ça soit alléchant. Et pour moi, tout ce qui est musique autour participe, en fait, de ce texte-là et de la construction du roman. Et ce n'est pas gratuit. Et en même temps, je disais tout à l'heure, c'était plus une fresque sur les États-Unis. Autant les tensions raciales participent, j'ai envie de dire, de la structure, presque de l'ADN de ce pays, mais autant la musique aussi participe de l'ADN de ce pays. Donc tout à l'heure, on a parlé des ballades folk, mais on a les blues, le gospel, le jazz, ça participe vraiment de l'identité des États-Unis. Et pour moi, il était hors de question ou impossible pratiquement d'écrire un roman où l'histoire se déroule aux États-Unis sans qu'il y ait les références, la présence même plus que la référence, la présence des chansons, des musiques en permanence. Hein. C'est toute cette tradition, encore une fois, je reviens au protest song et des chansons dans les années 68, 70, quand les gens partaient manifester, il y avait toujours ces chansons-là, Blowing in the Wind, justement, je reviens là-dessus, c'est une très belle chanson. Mais il y a une jeune chanteuse états-unienne qui s'appelle, certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Melody Gardot et qui a écrit tout récemment, peut-être ça fait 5 ans ou 4 ou 5 ans, une très belle chanson, mais qui revient à l'assassinat d'Emmett en 1955. Et pourtant, elle n'a même pas 30 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, pour dire autant qu'une jeune femme d'aujourd'hui, qui n'a pas 30 ans, qui parle d'un assassinat de 1955. Donc, c'est-à-dire que pourquoi elle en parle? C'est quelque chose qui interroge. C'est comme si aujourd'hui, en France, on écrit un roman sur la Révolution française. Pourquoi en 2021, on écrit un roman sur la Révolution française? C'est parce que cette révolution, cette histoire participe, j'ai envie de dire, de l'identité du peuple français. Donc, c'est exactement la même chose aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que cette tension, ce qui s'est passé aux États-Unis, pas uniquement aux États-Unis, vous me direz dans beaucoup de pays américains, et au Brésil par exemple, pour prendre des pays où les tensions raciales peuvent être fortes, c'est que, contrairement à ce que l'Europe a fait, l'Europe a pratiqué l'esclavage hors de son sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'esclavage sur le sol européen. Bon, peut-être le servage, on peut remonter à très longtemps. Et en Amérique, ça s'est fait sur le même sol, en fait, c'est-à-dire au Brésil, en Haïti, aux États-Unis. Donc, les populations ont vécu ensemble. C'est-à-dire les maîtres et les esclaves ont vécu ensemble sur le même sol. Et l'abolition de l'esclavage est arrivée assez tard, entre guillemets, par rapport à d'autres pays du continent américain, en 1865. Et il y a eu la ségrégation qui a continué jusqu'en 1965. Donc, il va y avoir des tensions qui existent et on voit toute l'importance que ça prend aujourd'hui et aux États-Unis et ce qui fait que on ne peut pas parler des États-Unis sans aborder ce sujet-là, on ne peut pas parler des États-Unis sans aborder le rôle de la musique. Le blues, par exemple,
mais le jazz bien sûr aussi, le blues et d'autres. On ne peut pas parler des États-Unis sans parler du rôle de l'argent. Et j'ai rarement vu un pays où à la fois décomplexé, très décomplexé par rapport à l'argent, alors qu'en France, on a tendance, nous, à ne pas en parler. C'est vulgaire de parler d'argent en France. C'est pour ça que souvent nos autres écrivains ou artistes, on se fait avoir parce que, bon, mais ça c'est une autre histoire. Donc, c'est très vulgaire et comment dire de parler d'argent, alors qu'aux États-Unis, on en parle vraiment sans complexe, quoi. Et donc, du coup, ce sont toutes ces idées que j'ai essayé de brasser dedans. Et la musique, pour en revenir à la musique et à la poésie, c'est justement, on ne peut pas. Aujourd'hui, si je parle comment dire, d'une histoire comme celle d'Emmet, et je ne peux pas ne pas reprendre en compte toutes les marches qu'il y a eu dans les années 60. Je ne peux pas ne pas reprendre en compte tous les mouvements littéraires avec Langston Hughes, Chester Himes, ou James Baldwin, ou tant d'autres, etc. Donc, il y a toute une littérature, en fait, qui m'accompagne, qui m'a nourri déjà, et en même temps que je vais retrouver dans cette histoire-là. Vous avez cité Emmett, en effet, c'est donc Emmett Till, c'est bien ça, qui en 1955 fut kidnappé par des Blancs armés, torturé, assassiné. Et c'est vrai que là aussi c'est lié à la poésie, puisque vous citez dans le livre, c'est un poème cubain de Nicolas Guillen. Nicolas Guillen, oui. Et donc là, pour le coup, il y a une imbrication totale, puisque on est plutôt vers la fin du livre. On évoquera cette marche. Bon, peut-être, à moins que vous vouliez peut-être lire cet extrait, mais bon, je préfère en parler comme ça déjà dès d'abord. On y reviendra. C'est vrai que cet assassinat en 1955, Emmett Till, il est déjà, ça remonte quand même, on est en 2021, à plus de 70 ans. Il est, j'ai envie de dire, 66 exactement. Oui, voilà, il préfigure ces tensions, et on a encore vu récemment. Voilà. Donc, il y a Éric Garner aussi, je crois. Enfin, il y a un certain nombre comme ça d'événements qui sont présents également dans le roman. Oui, mais Emmett Till, justement, quand ça est arrivé, je n'ai pas choisi le nom du personnage par hasard. En général, je choisis rarement les noms des personnages principaux par hasard. Il faut savoir qu'en 1955, quand c'est arrivé, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais sauf qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone portable pour filmer, mais ça avait fait scandale dans le monde entier parce qu'il y a eu un simulacre de procès par la suite et en 65 minutes, les assassins avaient été relaxés. Donc, et justement, il y a eu à l'époque les chansons de J.B. Lenoir que j'ai pu remettre dans le roman, ou les poèmes de Nicolas Guillen, ou les poèmes de Aimé Césaire, ou de René Depestre lui-même, et ainsi de suite. Mais pour en revenir à Emmett, pourquoi j'ai choisi ce nom-là? D'abord, à cause de ce personnage, qui est le premier volet, mais la deuxième explication, c'est sa signification en hébreu. En hébreu, Emmett signifie vérité. Et pour celles qui connaissent un petit peu l'histoire du judaïsme et du golem, par exemple, vous savez, quand le rabbin a fait cette espèce de géant et qu'il lui échappe, à un moment donné, il va enlever la première syllabe, donc émet, il enlève le « et », ça devient « met », et en hébreu, « met » signifie mort. Donc c'est pour moi une histoire à la fois de vérité et de mort aussi. Donc c'était ça l'idée de prendre... Je n'aurais pas choisi ça, justement ce prénom, s'il n'y avait pas ce lien-là, c'est-à-dire entre l'histoire de 1955, donc le personnage d'Emmett, et sa signification en hébreu, ou sa double signification en hébreu. Donc j'étais vraiment dans le personnage doit, pour moi, ou même le prénom doit avoir un sens, en fait. Ça ne doit pas être gratuit, quoi. Vous venez de parler justement du côté de l'hébreu, ça me fait penser un peu au texte religieux, parce que je fais un peu c'est pas un grand écart, parce qu'il y a quand même dans ce livre aussi cette importance des textes religieux, alors à travers un magnifique personnage qui est Ma Robinson, on va en parler, qui est une ancienne gardienne de prison devenue pasteur, et qui a une sorte de vitalité, enfin d'énergie, et bon, après vous nous lirez un extrait, je pense, de cette très belle prédication qu'elle fait au cours de cette marche. Comment est-elle née, ce personnage de Ma Robinson, et cette dimension spirituelle, finalement, comme si l'humanité ne était liée à la spiritualité, ne pouvait exister qu'avec de la spiritualité, avec cette dimension spirituelle. Oui, il n'existe pas, à ma connaissance, de communauté humaine sans spiritualité, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut remplacer cette spiritualité par autre chose. On peut remplacer ça
par la lutte, par le combat en lui-même, qui est peut-être mon cas, et on peut le remplacer par autre chose ou par d'autres, pour d'autres par l'argent ou que sais-je. Mais il n'existe pas de communauté humaine vraiment sans spiritualité, parce qu'à un moment donné, on se demande justement, nous qui sommes ici aujourd'hui, on est en 2021, où le combat, par exemple, écologique prend de plus en plus d'importance un petit peu partout dans le monde. On se demande, nous tous et nous toutes, pourquoi on lutte en fait. C'est-à-dire, on n'a pas choisi de naître, aucun d'entre nous ici n'a choisi de naître, on est né comme ça parce que des personnes ont voulu et ont voulu de nous, mais à un moment donné, nous, il y a une question qui se pose, c'est la question de la transmission en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va laisser à ceux et celles qui viennent derrière nous. En fait, est-ce qu'on va leur laisser cette planète dans un pire état que celui dans lequel on l'a reçu, ou bien est-ce qu'on va essayer de l'améliorer? Donc, c'est des questions qu'on se pose et qui, pour certaines personnes, se résolvent par une certaine forme de spiritualité. Et Ma Robinson, par exemple, justement ce personnage-là, qui est l'ancienne gardienne de prison, qui a essayé de se battre, de lutter, de faire comprendre aux filles, elle était dans une prison pour filles, qu'il faut arrêter de se diviser sur la base d'une identité factice que les dominants de ce monde ont mis en place justement pour pouvoir continuer à dominer et à régner. Et c'est surtout ça, comment dire, l'idée. Et elle dit qu'elle n'était pas dupe, et à la fin, elle devient, comment dire, pasteur, et pour essayer de sortir un certain nombre de gamins des rues, elle n'a pas peur dans le quartier d'affronter les petits caïds, parce qu'elle a été gardienne de prison, elle sait comment leur parler, comment y aller, mais en même temps, de temps en temps, elle oublie qu'elle est pasteur. Et il y a l'ancienne gardienne de prison qui reprend possession d'elle, et puis là, elle sort des mots qui ne sont pas forcément dans la Bible. Mais bon, c'est ce personnage un peu, et j'ai envie de dire haut en couleur comme ça, qui va mener, comment dire, la marche. Sauf que elle est de sa génération, elle a plus de 75 ans, et elle a sa petite église, mais ça ne suffit pas pour faire bouger comment dire, le monde. Aujourd'hui, on ne manifeste plus de la même façon qu'il y a 70 ans. Il ne suffit pas du bouche à oreille, il ne suffit pas de placarder des affiches que personne ne voit parce que tout le monde marche tête baissée comme des zombies et avec leur téléphone. Donc, et là, il y a le relais d'une nouvelle génération qui est à travers cette jeune haïtienne qui vient de Chicago et qui vient étudier à Milwaukee, et donc qui, elle, est très, très branchée réseaux sociaux, et son petit ami, un juif rasta, vegan, mais qui lui aussi est très très bon en réseaux sociaux. Et les deux, quelque part, vont prendre le relais à travers toutes les applications que vous connaissez, TikTok, Messenger, et WhatsApp, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir, c'est ce qui va permettre justement à cette marche de prendre chair d'une certaine façon, parce qu'elle, toute seule, elle n'aurait pas pu, comment dire, vraiment le faire. Donc, il y a comme un passage de témoin entre sa génération et cette génération des 25-28 ans. Quoi, en fait. Elle sait très bien s'entourer, en résumé. Quoi. Elle sait bien s'entourer, mais oui. Il faut quand même accepter un certain nombre de choses, parce qu'elle est très directive. Elle n'aime pas... Elle aime tout maîtriser, elle aime bien avoir tout sous la main, donc, sauf que ses réseaux sociaux, elle n'arrive pas, elle est obligée malgré elle de faire un peu confiance, mais elle veut toujours, et Marie-Hélène et surtout Dan, c'est malgré son âge, c'est un vieux ruffian. Il sait bien, il connaît tous les discours de Martin Luther King par cœur, etc. C'est un militant parce que ses grands-parents, c'était des juifs qui ont fui, comment dire, le nazisme et qui sont arrivés à Milwaukee. Donc, entre-temps, ses vrais parents, eux, sont devenus des espèces de gens très bourgeois, enfermés dans une forme de conservatisme. Mais heureusement que lui, il a connu ses grands-parents, donc il a envie de tout le côté militant. Ce que je voulais dire aussi avec ça, c'est tout le côté militant qu'on a pu avoir aux États-Unis au moment des luttes pour les droits civiques. Il y avait eu beaucoup de Juifs qui ont participé à ces luttes-là dans ce qu'on appelle le NCAP, qui est le mouvement pour la lutte pour les droits civiques. Donc, dans le roman,
il y a ses grands-parents de Dan qui avaient participé à ces combats-là, justement, pour les droits civiques des Noirs dans les années 60. Donc, il reprend un petit peu le flambeau et il connaît tous les discours que ses grands-parents lui racontaient quand il était petit. Et de temps en temps, quand il veut séduire Ma Robinson, il sait ce qu'il faut dire et comment la prendre parce qu'elle n'est pas commode, la Ma Robinson. Donc lui, il sait bien comment faire pour qu'elle puisse un petit peu, laisser passer certaines choses qu'au départ, elle ne voulait pas. Par exemple, elle ne veut pas entendre parler de musique reggae, alors que Dan, il est végétarien et rasta, donc il est fou des musiques, de Bob Marley. Donc, et là, de temps en temps, Dan doit faire le grand écart, essayer de trouver un lien entre telle musique de Bob Marley, tel discours de Martin Luther King ou de Malcolm X, etc., pour lui faire comprendre que c'est le même combat, etc. Mais il doit vraiment ramer avant de convaincre Ma Robinson. En fait. J'ai lu aussi votre roman un peu, pas tout le temps, mais un peu comme aussi un côté engagé, une critique de la société contemporaine, en l'occurrence états-unienne, puisqu'on est aux États-Unis, un peu du spectacle, je ne sais pas comment on la qualifie, la société, les apparences, la superficialité, le côté très médiatique. Enfin, il y a quand même ça aussi dans le livre. Après, je lirai un passage pour illustrer ce que je dis. Mais oui, il y a ça, mais en même temps, c'est exactement comme pour la France ou n'importe quel autre pays, c'est-à-dire ce sont des sociétés très complexes. C'est-à-dire que nous, ce qui se passe vu d'ici, c'est un pays qui nous fascine, mais en même temps qu'on adore détester. Donc, comme on adore détester ce pays, donc forcément, on va mettre dans un certain nombre de cases. Et justement, ce que j'essaie de montrer, à partir de la réalité que j'ai connue aussi, c'est-à-dire qu'il y a une forme de solidarité que nous avons ici avec l'État. Bon, bien sûr, il y a des individus aussi qui sont impliqués, heureusement. Mais aux États-Unis, c'est souvent l'État, c'est souvent les individus ou les communautés ou les églises, souvent, qui prennent le relais de tout ce qu'on a, nous, ce qu'on appelle ici acquis sociaux. Et c'est souvent des églises qui prennent ça en charge. Et par exemple, Ma Robinson le sait. C'est tous les jeunes du quartier. Ou quand, par exemple, l'ancienne institut d'Emmet, qui, elle, venait des beaux quartiers blancs, et dans les années 60, fin 60, début 70, à un moment donné, elle avait participé, cette dame, à tous les mouvements de protestation de l'époque, mais en même temps, tous les Woodstock, et elle a fumé tout ce qui pouvait être fumé à l'époque. Et puis, jusqu'à ce qu'elle se dise qu'à un moment donné, on veut changer le monde, mais il faut commencer par les États-Unis, ou commencer même par notre ville, si possible. Donc, elle va mettre la main à la pâte en commençant par Milwaukee. Et donc, il y a ce mouvement de solidarité qui est là et qui est pris en charge qu'on ne voit pas souvent. On ne voit pas vu de l'extérieur parce que l'argent est tellement important et la réussite sociale est tellement importante qu'on a tendance à voir que... Mais en fait, il y a un vrai combat d'ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement, il y a eu un parti communiste aux États-Unis pendant très longtemps. Il y a encore jusqu'à présent des mouvements de gauche qui existent, et puis ou une droite plus classique, qui ne soit pas forcément la droite de Donald Trump et ainsi de suite. Donc c'est un pays complexe. Que j'ai essayé à travers cette histoire de donner à voir vraiment, quoi. C'est un pays aussi il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu une évolution. C'est quand même un pays qui a élu un président métis. Métis, oui, tout à fait d'accord. Nous, c'est pas arrivé encore. Mais non, justement, et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que on a tendance à avoir, comme les tensions sur place sont évidentes, mais en même temps, ça fait peut-être bouger les lignes plus vite qu'ailleurs, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, nous, et c'est ce que l'institutrice d'Emmet, quand elle voit s'afficher l'écran, et sur l'écran de télévision, le visage de son ancien élève, qu'elle reconnaît, malgré les 25 ans ou les 30 ans qu'elle ne l'avait pas vu, et elle se dit, mais ça ne changera donc jamais. Donc, en fait, à l'échelle d'une vie,
on voudrait que les choses changent très, très vite, quoi. Et quand on arrive à un certain âge, on se dit, oui, mais voilà, ça ne bouge pas assez. L'être humain, en fait, sur le plan technologique, on fait des progrès extraordinaires, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire sur une machine mécanique, où je tapais comme ça faisait un bruit, comment on dit, pas possible. Après, j'ai eu une petite machine à écrire électronique qui avait 4 pages de mémoire. Donc, une fois que j'avais mes 4 pages, il fallait m'empresser d'imprimer pour pouvoir passer à autre chose. Et puis après, il y a eu les ordinateurs que vous connaissez avec des disques durs énormes qu'on mettait là à côté qui faisaient un bruit, comme on dit, pas possible, avec des disquettes un peu souples. Après, on a eu les disquettes plus rigides, on a eu les CD-ROM, les clés USB. Maintenant, c'est dans les nuages qu'il faut mettre ces informations. Ce que je ne fais pas, moi, je me méfie encore. Et donc, en 25-30 ans, il y a eu une avancée énorme. Mais au niveau des mentalités, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent. On ne change pas les choses comme ça du jour au lendemain. Mais en même temps, il y a, des avancées, il y a des progrès. Mais bien sûr, tout le monde aimerait que ça aille vite, que paf, on tourne la page, on passe à autre chose. Mais non, malheureusement, il nous faut encore patienter. Entre-temps, ces luttes-là, ces combats-là donnent sens à notre existence. Et juste l'intitulatrice me permet de lire un court passage. Jeune parmi des centaines de milliers d'autres, je rêvais de changement. Et pour moi, son point de départ devait être l'égalité des droits. Entre hommes et femmes, cela va sans dire. Davantage encore dans un pays comme le nôtre, où les rapports humains restent souillés par l'esclavage entre blancs et noirs. C'est à ce niveau-là que je voulais changer non pas le monde, mais les États-Unis. Aux côtés de dizaines de milliers d'autres, je chantais à tue-tête Sweet Black Angels des Rolling Stones ou Angela, John Lennon et Yoko Ono dans des manifestations en faveur de la libération de l'icône Angela Davis. Sa beauté foudroyante toucha au cœur plus d'un homme de ma génération. Ses traits parfaits, sous la coupe afro, incarnaient à leurs yeux le visage absolu de la Révolution. Je sortais du quartier blanc bien propre d'East Side à Milwaukee, l'une des métropoles les plus ségrégées des États-Unis. Pour celles et ceux de ma condition sociale, Franklin Heights, un ghetto situé au nord de la ville, se trouvait sur une autre planète. En un mot, bien plus loin que la Floride, voire Cancun au Mexique, où ils passaient leurs vacances. On était au milieu des années 70 lorsque, muni d'un bachelor en lettres de l'université privée jésuite Marquette, obtenu à l'âge où d'autres étaient déjà parents et installés dans la vie active, je fus recrutée en tant qu'institutrice à l'école publique de Franklin Heights. C'était ma manière de mettre la main à la pâte. Après de longues années passées à traîner du côté de mes rêves théoriques de changement de la société, dans des vapeurs de discussion jusqu'à pas d'heure, de fumée de toutes sortes, d'alcool et de corps mêlés. Mon entourage proche cria au gâchis. Les parents de mes amis, qui avaient toujours vu en moi de la mauvaise graine d'influence pour leur progéniture, parlèrent de maladie mentale. Cela ne les étonnait guère, arguaient-ils. Les substances illicites dont je faisais usage m'avaient grillé les neurones. De l'avis de ces bourgeois bien pensants, sauf sur la question de couleur, j'étais une camée excentrique, alors que j'avais à peine fumé quelques joints de Marie-Jeanne ici et là, comme beaucoup de jeunes de cette génération. Sans doute m'étais-je aventuré une nuit entraîné par l'ambiance vers une consommation plus préjudiciable, mais j'eus le réflexe salutaire d'arrêter net l'expérience. De leur côté, si mes parents n'allèrent pas jusqu'à me renier, la guerre froide s'invita dans notre relation. Elle ne prit fin qu'à la naissance de leur premier petit-fils, conçu avec un bon blanc, bien sous tout rapport, alors que j'avais dépassé largement la trentaine et avais plus ou moins tracé une croix sur la maternité. Je m'arrête là, mais vous voyez qu'il y a aussi dans votre roman, le Philippe Delamere, cette dimension traversée d'historique, on en a parlé, sociale, économique. Il y a un autre passage où, par exemple, vous évoquez la désindustrialisation, la crise économique qui a touché ces quartiers, justement, notamment Franklin Heights. Il y a cette dimension chez vous, mais qui n'est jamais forcément mise au premier plan, mais qui éclaire le lecteur. On apprend énormément de choses aussi. Et voilà, j'imagine que pour vous, c'est important aussi, cette dimension. Oui, c'est très, très important, mais en même temps, je ne me prends pas pour qui je ne suis pas, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, mais j'aime bien que dans un roman, il y ait une forme de background comme ça, et si vous voulez, social ou sociétal même parfois, et qui explique un petit peu le contexte, en fait. Mais sans oublier le plus important, pour moi, un roman, ça reste un roman, ça doit raconter une histoire.
C'est-à-dire que j'ai passé l'âge où je m'acharnais à essayer de lire des romans où il n'y avait pas d'histoire vraiment, où je ne comprenais rien du tout. Mais il fallait le faire pour l'école normale supérieure ou la fac après, et où c'était des romans qui pinsoment. Et pour moi, c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de Philippe Roth ou d'autres auteurs. Et ce qu'on trouve dans les romans anglo-saxons ou même dans les romans hispanophones par exemple, c'est cette volonté de toujours raconter une histoire, mais tout en étant et des romans très bien structurés et très bien écrits surtout. C'est-à-dire que dans les romans francophones, et quand je dis francophone, j'inclus la France aussi, et on a tendance parfois à accorder une importance extraordinaire à la langue, mais malheureusement parfois au détriment de la narration. Moi, j'aime bien cumuler. J'essaie de prendre les deux, j'essaie de faire les deux, de cette attention, parce que je viens de cette langue-là, de cette tradition à la française, en fait, si vous voulez, de la langue, mais en même temps, il y a cette influence, pour moi, et à la fois anglo-saxonne et hispanophone, ou cette nécessité de raconter. Et vous l'avez dit au départ, je suis poète, donc le souci d'une belle langue est là, mais en même temps, j'ai envie, en tant que lecteur, et quand je lis, j'ai envie peut-être de lire deux fois, en fait. C'est-à-dire que je suis tellement happé par le récit, donc j'ai envie de tourner les pages pour savoir connaître un peu, la fin, et puis quand vous voyez mes livres, toutes les pages sont cornées comme ça, etc. Et puis après, je reviens sur le texte. Donc, pour moi, il n'y a pas de littérature sans cet équilibre-là à trouver entre la langue d'une part et la narration de l'autre. Il n'y a pas d'antinomie, en fait, au fond. Justement, à propos de l'histoire, mais évidemment, il faut laisser au public la découvrir, mais bon, c'est vraiment l'histoire d'Emmett, vue par, donc on a dit, différents points de vue, donc l'institutrice, alors le personnage du coach, par exemple, qui est très important, qui, à un moment donné, parle d'Emmett, il dit « Emmett avait un autre handicap de taille à surmonter pour espérer figurer parmi les heureux élus. En plus d'être fâché avec les études purement académiques, il venait d'une famille noire, plus que modeste, monoparentale de surcroît. Je sais de quoi je parle, j'ai connu un parcours similaire. J'aurais pu retracer son itinéraire sans même avoir eu accès à son dossier. Lui n'a pas eu le chance d'avoir un père à la maison. Du jour au lendemain, voilà le petit gars d'un ghetto noir de Milwaukee, élevé dans la foi pentecôtiste par sa mère, catapulté dans un univers de blancs catholiques, issus des classes moyennes aisées. Ça se voyait qu'il était largué. Il ne connaissait pas les codes. Il semblait tout le temps sur le qui-vive, à l'image d'un animal lâché en milieu hostile. Bien d'autres, à sa place, auraient choisi l'agressivité pour se défendre. Dans la vie, comme sur le terrain. La meilleure défense, c'est l'attaque, non ? Lui a fait tout l'inverse. Les premiers jours, il se repliait sur lui-même. Il ne prenait aucune initiative. Il se contentait de répondre à ses coéquipiers quand celui-ci lui adressait la parole. Il essayait de compenser par une extrême gentillesse. Trop même. Comme s'il ne se sentait pas légitime, qu'il s'excusait d'être là. Le syndrome de l'imposteur, quoi. Et son jeu s'en ressentait. Il était emprunté, il n'apportait aucune agressivité dans les impacts, ce qui est un comble pour un linebacker, dont le rôle consiste à démonter les attaques adverses par des plaquages bien sentis. Il était loin de la pépite dont les scouts m'avaient vanté le talent et dont j'avais visionné les vidéocassettes. Il fallait trouver un moyen pour libérer toute cette énergie. Comment y arriver sans le charger de manière frontale, au risque de le voir se braquer ? J'ai lu ce passage, il y a beaucoup d'intéressant de ce parcours, cette adhésion au football, mais au début, cette difficulté, le fait qu'il n'ait pas les codes et qu'il finalement il connaît ce sentiment d'imposture, le problème de la place aussi qu'on occupe dans la société. Il y a toute cette dimension-là dans l'histoire. Oui, il est un peu frappé, j'ai envie de dire, du syndrome de l'imposture, en fait. C'est-à-dire que quand ça nous est arrivé peut-être à beaucoup d'entre nous d'être quelque part, je dis je ne suis pas à ma place, c'est-à-dire c'est comme s'il avait usurpé quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit d'être là. Donc il arrive dans cette université-là, il y a un triple problème même, j'ai envie de dire, qui se pose. Donc il arrive dans une université à 90%, presque 95% blanc, alors qu'il vient d'un milieu de noirs aux États-Unis. On sait que
On connaît le cloisonnement des communautés, ce qu'on appelle communautés aux États-Unis. Mais au-delà de ça, il y a plus important et même, j'ai envie de dire, plus grave, en fait. C'est-à-dire qu'il vient d'une famille très modeste. Et là, il arrive dans une université où les gens viennent de classes moyennes très aisées. Donc, il ne connaît pas ces codes-là. Et puis, en plus, université catholique. Et lui, il est protestant. Ça aussi, ça a son importance. Et non, parce que le catholicisme, ou les catholiques, en fait, sont beaucoup plus conservateurs aux États-Unis qu'ici en Europe, parce que c'est la religion minoritaire par rapport à tous les courants protestants qu'il peut y avoir aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus conservateur. Donc, il arrive dans ce milieu-là, il ne sait pas comment bouger, comment se déplacer. Et en plus, il est assez timide, il le devient encore plus parce qu'il a l'impression que tous les regards sont braqués sur lui. On va lui dire, mais non, tu n'es pas à ta place, en fait. Ce syndrome de l'imposture, il est là. Et c'est heureusement qu'il y a ce prof et ce coach de sportif qui le prend sous son aile. Et puis celle qui va devenir sa fiancée, qui, elle, vient justement de ce milieu-là, mais d'une autre ville, et qui va finir par l'apprivoiser un peu, parce que, comment dire, l'animal est un peu farouche, quoi, en fait. C'est aussi raconter leur première rencontre, parce que vous parliez de l'importance de l'histoire, et c'est vrai que cette histoire va être donc vue, je le redis, mais c'est vrai que c'est important, par la vision de la fiancée, aussi Alex qui va intervenir à un moment donné, l'ami d'enfance, l'ami d'enfance aussi, le copain, le pote dealer aussi, enfin, et finalement tous ces multiples points de vue, on l'a dit un peu au début, vont enrichir l'histoire, vont la faire percevoir par nous, lectrices et lecteurs, de manière... En multipliant ces points de vue, là, c'est un peu redondant, mais on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'ils vont permettre de nuancer, de dire, tiens, il a vécu ça et ça, mais bon, après, les visions diffèrent, et c'est normal, hein, les points de vue sont toujours différents. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, vous me parliez de structure. Est-ce que j'avais en tête le titre ou la structure? Non, je ne l'avais pas. Et au fur et à mesure, j'ai senti la nécessité de me mettre dans la peau de chacun de ces personnages, littéralement. Et ce qui n'a pas été évident, il y a une forme de schizophrénie là-dedans, parce qu'à chaque fois, on sort d'un personnage pour entrer dans un autre personnage. Et il me faut un temps d'adaptation pour d'une part au niveau du travail sur la langue, faire en sorte que tous les personnages ne parlent pas de la même façon, et dans les deux premières parties où c'est écrit à la première personne, donc ils ne parlent pas de la même façon. Ensuite, trouver une psychologie et après éviter de répéter ce que le personnage précédent a déjà dit, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire pour vraiment faire en sorte qu'on mette en place ce personnage. On a évoqué le sport, c'est important, parce que c'est l'importance du sport, et puis aussi les rapports du sport et de la politique, qui est une dimension, je trouve, assez intéressante aussi, que vous évoquez, que vous preniez un peu à bras-le-corps à travers des exemples, à travers notamment l'exemple d'Emmett, et puis d'autres, ces rapports parfois un peu ambigus qu'ils ont tous les deux. Oui, et surtout que, comme je l'ai dit au début, le sport comme ascenseur social. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de significatif, en fait, dans cette société états-unienne, où le sport peut permettre à un certain nombre de jeunes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'université, parce que même les universités dites publiques coûtent de l'argent. Et ceux qui ont la chance, celles et ceux qui ont la chance d'avoir un certain talent, peuvent bénéficier de bourses. Mais bien sûr, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et ce qui se passe, c'est que si pendant les 4 ans du bachelor, on n'arrive pas à entrer et à devenir professionnel, c'est ce qui est le cas de 17,5%, parce qu'il y a seuls 2 à 2,5% de gens arrivent à devenir professionnels vraiment, quoi. Donc, à ce moment-là, il faut profiter de ces 4 années pour pouvoir sortir avec un diplôme. Et c'est ce que le coach de Emmett essaie de lui faire comprendre, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier de la réussite sportive, parce que si on échoue, on échoue aussi à l'université, et c'est fini, quoi.
On voit aussi l'importance dans le livre, aussi dans leur trajectoire respective. Hein. Notamment, c'est le cas, par exemple, pour sa fiancée, là, qui à un moment donné souhaiterait, il faudrait qu'elle parte. Voilà. Enfin non, elle aimerait rester là. En fait, je crois qu'elle aimerait rester à Milwaukee. Les parents lui disent, si tu veux, entre guillemets, faire carrière. Enfin, c'est quand même un peu ça qu'ils lui disent. Son père, je crois, qui lui dit, il va falloir que tu partes, que tu quittes Milwaukee. Et du coup, ça veut dire séparation d'avec Emmett. Enfin, il y a quand même. Alors, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est la maman d'Emmett, enfin, qui finalement l'élève seule et qui, à un moment donné, va recevoir l'institutrice. Enfin, l'institutrice va aller la voir aussi à son domicile. Il y a ce très beau personnage de femme et de mère. J'imagine que pour vous, il a l'air de compter beaucoup. Je sais pas, peut-être oui, que je me trompe. Il y a, comment dire, la mère qui est une femme très pieuse. Donc là, on en revient à l'idée qu'on avait développée au début, qui est celle du rôle de la spiritualité, de l'Église, en fait. Et cette mère, c'est une très, très bonne amie de Ma Robinson. Hein. Elle se connaissait depuis toute jeune. Et il y a beaucoup de complicité entre ces deux femmes. Et elle priait déjà, non seulement elle priait naturellement tous les jours, mais encore plus quand son fils a pu accéder à l'université. Et bien sûr, on est dans le pays du rêve américain, entre guillemets, donc elle voyait son fils déjà devenir riche, mais pas tellement pour eux, pour les deux, parce qu'il ne faut pas monter seul, comme elle dit. Elle avait déjà sa liste de toutes les personnes du quartier qu'il faudrait aider si son fils réussissait à devenir footballeur professionnel. Donc, il fallait aider celui-ci, aider celui-là, aider telle famille, et créer une fondation pour pouvoir octroyer des bourses, etc. Donc, on est vraiment dans la logique, si vous voulez, du rêve américain, là, oui. Alors, on a évoqué le personnage de Ma Robinson, hein, qui est très important, qui intervient dans la troisième partie du livre, qui est vraiment bon, avec ce discours formidable, enfin, cette prédication. Peut-être avant qu'on ne passe la parole au public, voir s'il y a des discussions, des échanges avec le public, est-ce que vous nous liriez peut-être, Philippe Lambert, un passage peut-être de ce... Oh, pardon. Alors, donc, comme le passage est assez long, on a déjà beaucoup parlé, je vais essayer de trouver une partie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, donc là, on est au moment des funérailles de Emmett, donc c'est Ma Robinson qui va chanter, et elle fait une prédication, un sermon, et là, elle s'est adressée, quand elle a été étonnée de voir qu'il y ait autant de gens différents qui venaient de partout, grâce à Marie-Hélène et à Dan, les deux jeunes, à travers les réseaux sociaux. Et là, elle avait écrit son sermon, mais à la virgule près, et là, elle a commencé à improviser vraiment dans quelque chose qui était comment dire, spontané, en fait. Donc, je vais vous lire peut-être une petite partie, ça va durer peut-être 5 minutes pour que vous puissiez comprendre. Alors, bien sûr, fit Ma Robinson, en s'adressant directement aux non-noirs de l'assistance, certains membres de vos familles respectives, vos proches, vous diront « ce n'est pas votre combat ». Vous n'êtes pas responsable des actes de vos arrière-grands-parents. Vous n'avez mis personne en esclavage. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés quand a officiellement pris fin la ségrégation qui traitait une partie de la population de ce pays comme des citoyennes et des citoyens au rabais. Vous n'avez jamais été membre d'aucune association de haine, grande profanatrice de la croix du Christ. Vous n'avez tiré sur aucun adolescent noir désarmé, ni ôté la vie à personne de quelque façon que ce soit. Vous n'êtes responsable de rien du tout. Vous êtes blanc comme neige, innocent tel l'agneau qui vient de naître. C'est vrai, de ce côté-là du moins, mais pour les autres péchés. Bon, bien sûr, des brebis galeuses s'empresseront de vous accuser de vouloir acheter une bonne conscience à peu de frais. Elles vous diront sans ménagement, vous êtes ici parce que vous vous sentez coupable, vous avez fermé les yeux, vous vous êtes bouché les oreilles toute votre vie. Où étiez-vous quand ils ont tué Michael Brown? Où étiez-vous quand ils sont entrés en pleine nuit dans l'appartement de Breonna Taylor et l'ont criblé de balles sous les yeux de ses compagnons? Où étiez-vous quand ils ont exécuté de sang-froid Ahmaud Arbery? Je pourrais vous en citer une liste longue comme la fin jusqu'au retour en grâce du Christ. Vous allez entendre ces mots
durs, qui douteront de votre bonne foi. Vous les avez peut-être déjà entendus. Je peux très bien imaginer ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentirez dans ces moments-là. Cela fait mal, très mal, de savoir qu'on doute de notre sincérité. C'est justement pour cela que je tiens à vous dire du fond du cœur, merci. Merci pour eux, merci pour nous humains. Vous ne nous devez rien, oh no Lord, vous ne nous devez rien. Vous auriez pu, comme des millions d'autres, détourner les yeux et passer votre chemin, mais vous avez compris mieux, vous avez senti du plus profond de vous-même que nous avons besoin de solidarité pour que ça cesse. Et vous nous avez tendu la main. Vous avez senti que vous ne serez pas bien si vos voisins ne le sont pas, que vous ne serez pas en sécurité si vos frères et vos sœurs ne le sont pas, s'ils sont traqués jour et nuit, humiliés, matraqués, exécutés comme des bêtes sauvages au tournant de la rue. Ce faisant, vous admettez qu'il n'y a qu'une seule et unique communauté et elle est humaine. C'est ce que je disais aux filles en prison quand elles s'écharpaient sur la base d'une identité factice inventée par les dominants de ce monde, alors qu'elles étaient derrière les mêmes barreaux, dans les mêmes cellules miteuses, victimes du même rejet de la société qui les avait oubliées là comme le rebut de l'humanité. Vous avez réagi en tant qu'être humain et cela vous honore. Au nom de cette grande communauté humaine, la seule que j'accepte et que je reconnaisse, je dis merci. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, merci. Et dit-elle, elle poursuit plus loin en s'adressant aux Noirs, frères et sœurs bien-aimés, soyez fiers d'être qui vous êtes, mais ne commettez pas l'erreur de vous enfermer, ne vous laissez pas non plus enfermer, même pas dans ce beau vocable d'Africains états-uniens avec lesquels, j'avoue, j'ai parfois du mal d'ailleurs. Pourquoi Africains? Les autres s'appellent-ils Européens états-uniens? Je vais vous dire, il faut se méfier de ce qui peut être tout aussi sournois, voire stigmatisant. Oh, on est fiers de notre héritage africain, il ne faut pas croire. La vérité, c'est que derrière ce qualificatif, certains pensent encore au bon vieux nègre qu'ils n'osent plus nommer ou à l'édulcorant Jean de couleur du temps de la ségrégation qui leur échappe parfois encore, comme si eux-mêmes étaient incolores ou étaient couleur lumière. Il y a pire. En se définissant soi-même de cette façon, on apporte de l'eau au moulin de celles et ceux qui veulent nous tenir à l'écart de la marche du monde, de la beauté du monde, de la lumière à briller sous les pas de tout être humain. Après, ils auront beau jeu de dire, voyez, ce sont eux qui se nomment ainsi, pour faire bande à part, pour se séparer du groupe que nous tentons tant bien que mal de tenir soudés, voilà des siècles déjà. On ne fait que respecter leur propre manière de se désigner. On ne peut pas aller contre leur volonté. Mais eux, qui sont-ils? Quand ils parlent d'eux-mêmes dans leurs livres, dans leurs médias, qui sont-ils? Des hommes, des femmes, des enfants, des êtres humains et rien d'autre. Moi aussi, je suis les États-Unis, disait ce bon vieux frère Langston Hughes. Pour le reste, qui que nous soyons présents en ce lieu aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre frère et maître, disparu dans les circonstances odieuses que vous savez, tous et tout tant que nous sommes, noirs, blancs, latinos, asiatiques, toutes et tous, laissons dire les pisse-vinaigres, laissons-les dire les semeurs de haine, laissons-les dire et marchons. Laissons-les, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, et avançons. Construisons des passerelles, construisons des ponts, de solides ponts entre nous, là où les esprits maléfiques et les rabat-joie cherchent à nous diviser. Nous sommes du bon côté, celui de l'humain. Nous ne sommes ni juifs, ni grecs, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes. J'ajouterai ni noirs, ni blancs, ni latinos, ni asiatiques, car tous nous sommes un en Jésus-Christ. Dans cette lutte longue comme l'humanité, nous subirons à coup sûr des défaites comme nous en avons déjà subi. Nous en subirons peut-être des plus lourdes, peut-être même aurons-nous à boire le calice jusqu'à la lie, au point de nous laisser aller parfois au découragement, d'avoir le moral à plat comme un vieux pneu 1000 fois rapiécé où il n'y aurait plus de place même pour une seule rustine, de croire que nous avons reculé de 3 pas après avoir avancé de 2, mais nous saurons nous relever. J'en suis convaincu, avec l'aide du Très-Haut, nous saurons puiser au plus profond de nous-mêmes la force nécessaire pour continuer à avancer, car nous sommes du bon côté de l'histoire, qui finira par triompher, qu'on le veuille ou non, qui finira par triompher, je vous le dis en vérité, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, peu importe, le jour viendra et elle triomphera. Oh yes, Lord.
Merci beaucoup, Louis-Philippe d'Alembert. Avez-vous des questions? Là, vous avez la parole donc pour des questions, remarques, réflexions. Oui. Alors, attendez, je vous passe le micro parce que maintenant j'ai le droit de passer le micro. Je veux bien vous féliciter parce que c'est un excellent livre. J'imagine cette semaine votre déception, je la partage. J'étais assez embêté pour juger les deux. Mais voilà, je vous félicite. C'est un livre que j'ai trouvé très bien parce que vous emparez d'un sujet qui est universel, qui nous a tous touchés. C'est un livre états-unien, mais j'ai trouvé une qualité importante, c'est qu'il est écrit par un Français ou un francophone, donc il n'est pas traduit. Et donc ça fait une proximité très intéressante, j'ai trouvé. Après, j'ai adoré chacun qui amène son témoignage à c'est très bien fait. C'est comme vous le dites, ils ont c'est des personnages différents, des psychologies différentes. Il n'y a rien à redire. Vous y êtes très bien arrivé. Et comme vous êtes parti, vous avez déjà un titre pour un futur livre. Je vous propose de garder ce titre et de se revoir dans 5 ans avec, quand vous aurez malaxé un événement qui est important cette semaine et qui est un peu le pendant de votre livre, c'est qu'il y a un capitaine de police noir qui vient d'être élu maire de New York. Et j'aimerais que vous nous racontiez d'où il vient, s'il était chez les catholiques, s'il était bon au foot ou au basket. J'adorerais que vous vous empariez de ce personnage avec votre titre. Vous y arriverez. Bravo. En tout cas, merci pour votre intervention. Mais pour en revenir peut-être à ce que vous avez dit par rapport à ce maire des États-Unis, moi j'ai un tout petit problème avec ces gens-là, parce qu'en fait, d'abord je raconte des histoires, je cherche des histoires où il y a matière à récit, donc c'est ça qui importe pour moi. Il y a, quand on dit matière à récit, mais quand ils deviennent politiques, je me méfie. Et c'est par réflexe, tout simplement, et c'est pour cela que les gens ont fait tout un fromage avec l'élection de Barack Obama. Par exemple, moi, dès le départ, je me suis méfié parce que je me suis dit, tiens, c'est le président des États-Unis, moi je suis haïtien, donc par principe, il faut se méfier. Et qu'il soit noir, blanc, métis et l'histoire, comment dire, les 8 ans passés aux États-Unis m'ont donné raison justement de me méfier par rapport à tout ça. Et donc, ce que justement je cherche, c'est d'une part, comment dire, matière à récit, et d'autre part, je n'oublie jamais d'où est-ce que j'écris en fait. Quand je dis que d'où est-ce que j'écris, c'est-à-dire de quelle histoire humaine et de quelle, j'ai envie de dire aussi, prise de position et j'ai presque envie de dire politique ou idéologique, même si je fais en sorte que l'idéologique ne prenne pas le poids dans le dessus, justement, je ne prenne pas le dessus dans un récit que je raconte. Mais c'est vrai que, par principe, politiquement, dès qu'un politique états-unien dit quelque chose, j'ai toutes les antennes en alerte. Je me suis dit, où est-ce qu'il y a où trouver l'entourloupe, quoi. Donc, c'est un réflexe, hein, c'est presque de survie. Et c'est quand on est dans une jungle, quand on est je sais pas, une gazelle, dès qu'on entend le moins de bruit, on se dit c'est peut-être un tigre, un lion, ou je sais pas, donc on a les antennes en alerte. Donc j'ai ce rapport-là avec les États-Unis qui n'est pas commode et que je n'oublie jamais parce que j'ai l'impression que si je baisse la garde, je me ferai avoir encore plus, quoi. Je voulais juste savoir si vos personnages sont toujours fictifs ou est-ce qu'ils peuvent être inspirés de personnages que vous avez rencontrés ou même être des personnages que vous avez rencontrés. Oui, il m'arrive de m'inspirer de personnes, justement, pour mes personnages. Dans le roman, par exemple, c'est vrai, en partie, je me suis inspiré, comment dire,
et des policiers de l'affaire George Floyd, en partie seulement. Je me suis inspiré pour le personnage de Ma Robinson, d'une dame de Milwaukee que j'ai connue, entre guillemets, pas personnellement, mais je connais son histoire, et qui était effectivement une ancienne gardienne de prison devenue, pasteur. Et donc, ce sont des personnages comme ça qui m'inspirent au fur et à mesure. Mais forcément, quand des personnes vous inspirent, donc vous essayez d'en faire des personnages, et forcément, il faut ajouter autre chose pour plusieurs raisons. D'une part, par respect de la vie privée aussi de cette personne, mais d'autre part, pour que ce personnage soit crédible par rapport à l'histoire qu'on raconte. Et je ne peux pas prendre une personne et plaquer dans une histoire de dire, tiens, parce que c'est une personne, elle est fantastique, elle pourrait être un super personnage de roman. Oui, mais si ça n'a aucun lien avec l'histoire racontée, ça ne tient pas debout, ça ne fait pas sens. Donc, mais c'est vrai que pour Ma Robinson, je me suis un peu inspiré d'une personne réelle, en fait. Et j'ajouterais pour le sport universitaire, par exemple, aussi, je me suis inspiré là aussi, pareil, pas tellement des personnes, mais que des histoires de personnes que je connaissais aussi pour le sport universitaire, je dirais même de très très près, quoi. Ça, c'est la question. Je vais penser à l'idée de monsieur tout à l'heure. Non, l'exemple, c'est parce qu'encore une fois que les femmes sont majoritaires ici. Et l'exemple que je donne souvent, de moi en tout cas, j'imagine que c'est peut-être le cas de beaucoup d'écrivaines et d'écrivains, je reviens à ma métaphore de la grossesse, en fait. On est enceinte de plusieurs enfants, mais tous ne peuvent pas sortir en même temps. Donc, il faut bien qu'ils sortent l'un après l'autre. Et forcément, il y a un certain nombre d'histoires, il y a des triplés, des quadruplés ou des quintuplés. Mais, ça ne sort pas en même temps. Donc, forcément, j'ai un certain nombre d'histoires qui me trottent dans la tête. Par exemple, cette histoire de Milwaukee Blues, c'était depuis au moins 2014, pour ne pas dire bien avant, mais depuis 2014. Et après, entre-temps, il y a eu Avant que les ombres s'effacent, il y a eu Mio Méditerranée. Donc, je ne sais pas quand est-ce que les histoires vont sortir. Quelle est l'histoire qui va prendre le dessus, et je n'en sais rien. Entre-temps, j'ai dû finir un tout petit essai sur l'exil du temps avec un plasticien sud-coréen. Donc, c'est ce qu'on appelle un beau livre et qui doit paraître en janvier en Suisse, dans une maison d'édition suisse. Donc, pour l'instant, je pense avoir mérité quelques semaines de Oui, il y a toujours de la poésie, mais bon, c'était sorti l'année dernière déjà, donc là aussi, il ne veut vraiment pas que je prenne de vacances. Hein. D'accord. Mais aux États-Unis, oui, ça c'est autre chose. Donc là, vous m'entraînez dans un débat politique. C'est quelque chose qui est structurel, en fait. Et c'est ce que j'ai essayé de dire entre les lignes tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est structurel. Il y a deux volets dans la question, dans la réponse plutôt que dans la question. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai essayé de dire aussi, à l'échelle humaine, on aimerait que ça aille plus vite, forcément. On aimerait que, tiens, voilà, ça fait 30 ans, 40 ans, on me parle de la même chose. J'aimerais enfin pouvoir dire que, tiens, ça n'existe plus. Mais on sait très bien que dans toutes les sociétés humaines, c'est-à-dire depuis que le monde est monde, ou depuis la nuit des temps, comme on dit, il y a toujours eu de l'intolérance, et malheureusement, il y en aura toujours. Ça prendra une forme ou une autre forme, mais il y aura toujours cette forme d'intolérance. Donc nous, on se bat, justement, on se bat tout le temps pour essayer de faire reculer cette intolérance-là. C'est depuis longtemps. On se bat, chacun à sa façon, chacun à son petit niveau aussi, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'intolérance dans les rapports humains. Et ne serait-ce que dans les rapports aujourd'hui, on voit entre hommes et femmes, où aujourd'hui, il y a certaines féministes qui pourront dire, mais tiens, voilà, tous les combats qu'il y a eu dans les années 60, 70, est-ce que ça n'a servi à rien? Et pourtant, ça a servi. Ça a servi à quelque chose. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est vraiment, à l'échelle humaine, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais en même temps, il y a aussi, des avancées.
des avancées. Quand on regarde un pays comme les États-Unis, il y a eu quand même un président métis aux États-Unis qui est Barack Obama. Et c'est quelque chose qui était inenvisageable, inimaginable peut-être il y a une cinquantaine d'années, voire même une trentaine d'années. Donc c'est arrivé. Peut-être qu'un jour en France, on aura une femme présidente. Et l'année prochaine, j'ai peut-être des doutes, mais bon, mais bon, on aimerait bien. On aimerait, par exemple, justement, si on revient à tout ça, quand j'aime pas parler politique quand je parle littérature, mais bon, quand Ségolène Royal s'est présentée à l'élection présidentielle, qui lui a savonné le plancher d'abord et avant tout? C'était ceux de son propre parti politique. En fait, avant même que, après, ça avait permis à M. Sarkozy d'être élégant, d'être galant, parce que les autres avaient fait le sale boulot et à sa place. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours, il y aura toujours de l'intolérance au niveau de l'humanité, mais notre devoir à nous, c'est justement, ou notre combat, c'est justement de continuer et de faire en sorte de laisser une planète ou une société parfois un peu meilleure que ce que l'on a connu, de transmettre ça aux générations suivantes. Et c'est pas évident. On aimerait vraiment que ça aille plus vite. On aimerait que, voilà, comme ça, c'est fini, on passe à autre chose. Mais non, c'est... Mais justement, et là, je reviens au deuxième volet de ma question, qui est le côté structurel, et que j'avais ébauché un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans une société où le problème de l'esclavage s'est fait sur le sol même des États-Unis. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait ailleurs. Et comme ça s'est fait sur le sol, ça s'est passé sur ce sol-là, où il y a une forme de schizophrénie aussi. Il faut voir, par exemple, on a découvert pour de grands présidents états-uniens et qui avaient eux-mêmes qui vont abolir l'esclavage, mais après qui avaient des esclaves ou qui avaient des enfants, qui avaient des enfants avec des femmes esclaves, par exemple. Donc, et on sait bien à l'époque ce que ça signifiait. Le métissage sur le territoire et sur le continent américain en général, le métissage, c'est d'abord le produit de viol des femmes noires par les hommes blancs. Donc, c'était ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été au départ un consentement, un amour ou tout ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose de systémique qui fait qu'au départ, justement, quand on est au 18e, 19e siècle, il ne fallait pas pour les femmes blanches, par exemple, allaiter leurs enfants et parce qu'on pensait que ça déformait les seins, etc. Mais qui allaitait ces hommes blancs-là? C'était des femmes noires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu schizophrène dans tout ça qui fait que ces gens-là ont vécu sur le même territoire et sur le même sol pendant des siècles. Il y a un amalgame de choses et c'est très, très compliqué et très complexe. Donc, ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Et en plus, ils ont cohabité ensemble, même après l'abolition de l'esclavage. Et le pays même, vous le savez peut-être mieux que moi, le pays a été divisé. Il y a eu une guerre civile aux États-Unis. Mais là aussi, même cette guerre civile qu'il y a eu aux États-Unis pour l'abolition de l'esclavage, bien sûr, il y avait un certain nombre d'humanistes parmi eux, etc., qui disaient qu'il fallait que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ils ont oublié les femmes aussi dans l'histoire. Mais bon, ça dit tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Mais parmi ceux qui luttaient pour l'abolition de l'esclavage, ils n'étaient pas tous des humanistes. Ils ont simplement compris qu'avec la révolution industrielle, ils auraient pu gagner plus simplement en abolissant l'esclavage parce qu'on n'était plus responsable, entre guillemets, de l'esclave et qu'on allait pouvoir avoir des consommateurs. On leur payait, on donnait justement un petit salaire et puis ces gens-là vont pouvoir être taillables et corvéables et merci en tant qu'ouvriers dans une démocratie. Donc on est responsable de rien. Donc du tout. Donc c'est là toute la complexité et de cette question qui fait qu'on a l'impression, nous, ça n'avance pas, mais moi, je suis persuadé, peut-être que je suis un indécrottable optimiste, et je suis persuadé que ça avance quand même. Ça avance lentement, mais ça avance. Ça avance et il faut continuer. Il faut bien laisser un petit reste un peu pour ceux qui suivent aussi, c'est-à-dire pour qu'ils puissent se battre aussi. On ne va pas leur mâcher tout le boulot, quoi. Optimiste comme Robinson.
Thomas Robinson. Eh bien, merci. Vous venez d'écouter Louis-Philippe d'Alembert, auteur de Milwaukee Blues, Sabine Vespizer, éditeur, lors de la rencontre du vendredi 5 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.